Bonjour. Merci d'être venu assister à cette table ronde qui bat le double pavillon de la création. Je dis bien de la création et pas uniquement de la littérature, puisqu'il va s'agir aussi pas mal de cinéma et sans doute d'autres choses. Donc double pavillon de la création et du politique, sous un pavillon encore plus large qui est celui de la contemporanéité. Donc vous l'aurez compris, on va avoir du pain sur la planche, histoire de découper ce pain ensemble. On a donc trois auteurs avec nous. Alors Johan Farber pour Après la littérature, écrire le contemporain, ça tombe bien, il est question de contemporain, au PUF. Célia Houdard pour Villa Crimée chez POL et Jérôme Baron, donc directeur artistique du Festival Trois Continents, mais aussi directeur de ce recueil d'articles d'autres continents chez Warm sur les mouvances du cinéma présent. Donc, alors, avant de vous présenter rapidement les trois auteurs, peut-être quelques mots rapides sur la thématique qui les réunit aujourd'hui. Donc, je pensais, là, en préparant cette rencontre, je pensais à un livre récent de Gisèle Sapiro sur les écrivains et la politique, et au dernier chapitre qui était intitulé, avec un point d'interrogation, Dépolitisation de la littérature, et dans lequel Gisèle Sapiro montrait que après un temps une bonasse, comme on dirait chez les marins dans les années 70, de retrait littérature du politique, il y aurait, ces 20 dernières années à peu près, une repolitisation très forte, tant à droite qu'à gauche. Alors voilà, ça me fournit un point d'entrée pour aborder le débat. Traiter le contemporain, c'est peut-être aussi traiter une littérature et un cinéma aussi, puisque je n'accepte pas le cinéma, qui se repolitiserait. Donc, pour en parler, comme je vous le disais, Johan Farber, Célia Houdard et Jérôme Baron. Alors, Johan Farber, quelques mots donc sur votre livre rapidement. Donc, après la littérature, comme le titre l'indique, il s'agit de penser, non pas d'essayer de penser, mais de penser, puisque vous y arrivez très bien, une littérature qui surmonte tous les discours déclinistes, nihilistes, et qui renaît littéralement de ses cendres. Il s'agit de penser un redébut, comme vous l'écrivez, ou pour reprendre un joli néologisme, il s'agit de démourir. C'est donc une littérature qui s'écrit après tous les Cassandres qui ont prophétisé son impossibilité. Une littérature une littérature qui va à la fois retrouver donc le contemporain. Alors je pense qu'on parlera un petit peu de cette nécessité de retrouver le contemporain parce que il a été perdu, en tout cas certains s'évertuent à l'enterrer. Alors il s'agit pour brosser un rapide portrait du livre, c'est un livre qui à la fois convoque un certain nombre de figures autour de l'écriture. Alors je pense à la figure des hommes livres, pardon, avec par exemple un Camille de Toledo. Et c'est aussi un livre qui s'intéresse extrêmement à la rhétorique. Vous travaillez beaucoup sur la notion d'énargeia. Et c'est un livre dont l'horizon, ça nous amène dans le vif de notre sujet, est un horizon politique, puisque il va s'agir de baliser le champ d'une littérature qui serait capable de dire, voire de faire advenir l'idée d'un langage commun, collectif, bref, l'idée du peuple. Donc voilà, très très rapidement, je n'ai évidemment pas rendu justice à la richesse du livre qui aborde beaucoup d'autres choses et qui aborde également un grand nombre d'écrivains très contemporains, Tanguy Viel, David Bosc, Camille de Toledo et Célia Houdard. Célia Houdard qui est dans un bel effet de mise en abîme aussi un des personnages du livre de Johan Farber. Vous admirez la science de la transition, parce que je vais maintenant parler du livre de Célia Houdard. Alors, Célia Houdard, Villa Crimée. Villa Crimée est un livre très particulier puisque c'est un livre qui se présente sous la forme de 212 fragments, on peut dire fragments, qui correspondent au nombre de fenêtres d'un bâtiment qui est sis à Paris, 168 rue de Crimée, mais qui ne s'appelle pas la Villa Crimée, puisque c'est un nom que vous lui avez donné. C'est un livre dans lequel on retrouve votre double intérêt à la fois pour le théâtre,
puisqu'il y a toute une réflexion sur la mise en scène, la mise en spectacle, sans rien de péjoratif dans le spectacle, de ce que peut être un lieu, de ce que peut être un cadre, mais également votre intérêt aussi pour le son, pour les échos. Et enfin, alors je vais citer Johann Farber qui rappelait un passage d'un de vos livres, Célia Oudard, Les merveilles du monde. Il citait ce passage dans lequel il était question de souvenirs miroitants. Et il est effectivement question d'un livre en miroir, puisque les fenêtres sur lesquelles, ou à partir desquelles vous écrivez sont aussi le miroir de votre propre point de vue sur ce bâtiment. Donc il y a tout un jeu de miroirs, de reflets, même au sens le plus physique du terme, puisque il y a un bardage doré qui reflète évidemment la lumière. Enfin, précisons que le bâtiment dont vous parlez, et là encore on rejoint le politique directement, est un logement social, un pléonasme d'ailleurs, est-il remarqué dans le livre, ce qui devrait être un pléonasme, un logement social un peu particulier, puisqu'il y a une trentaine de logements, et parmi lesquels il y a 7 ateliers d'artistes. Donc voilà, grosso modo. Et enfin, donc Jérôme Baron. Alors Jérôme Baron, vous êtes directeur artistique du Festival des Trois Continents à Nantes, donc pas très loin d'ici. J'imagine que certains d'entre vous connaissent. C'est un recueil d'articles avec des noms prestigieux et des regards prestigieux, puisque les cinéastes qui sont abordés, cinéastes qui sont à cheval sur plusieurs continents, ce sont des cinéastes comme Wang Bing, Jia Zhangke, Apichatpong Veerazettakul, mais aussi Lav Diaz. Donc il s'agit d'une série d'approches assez diverses, mais qui toutes pourraient être fédérées, pourraient toutes suivre un même fil conducteur, celui donc du cinéma présent, du cinéma contemporain, et de manière peut-être plus précise d'un cinéma de la retrouver d'ici quelques instants à l'espace dédicace. Au moment où je parlais de résistance, je pense que Lacan adorerait. Bon, donc je disais oui, un cinéma de la question de la résistance, à la fois la résistance tout simplement au sens le plus politique, puisqu'il y a un très bel article sur des cinéastes d'Amérique du Sud qui filment en collectif, qui retrouvent des gestes militants. Une résistance aussi au sens presque physique, puisque c'est un livre qui va porter sur un certain nombre de cinéastes qui favorisent le temps long. Je pense à Lav Diaz ou à Wang Bing, les 9 heures de À l'Ouest des rails, où Lav Diaz et son nombre d'heures aussi très très fort. Et enfin, résistance également dans la mesure où c'est un cinéma monde, un cinéma mondial, avec bien entendu le revers que ça peut avoir et que vous soulignez d'entrée de jeu dès votre propre introduction, peut-être aussi le revers d'une mondialisation de plus en plus galopante, mais en tout cas c'est un cinéma qui ignore les frontières. Donc voilà, trois livres donc évidemment très différents, mais 3 livres qui tous tentent de poser la question de cette articulation entre le contemporain et le politique au sein des créations artistiques. Le terme de création étant pris au sens large, puisqu'il englobe aussi, j'en ai parlé, l'architecture, chez vous, Célia Oudard. Alors je vais commencer par vous, Johann Farber. Peut-être une première question justement sur cette notion de contemporain. Vous commencez votre livre en épinglant, il s'agit bien d'épingler à la fois comme un entomologiste, mais peut-être aussi sur un tableau de déshonneur, tous ceux qui s'efforcent d'occulter, de masquer le contemporain, ceux que vous appelez les mécontemporains, ceux que vous appelez l'incontemporain. Il s'agit de visions de la littérature qui sont soit des visions datées, sifiées, momifiées. Il s'agit ou bien de visions qui sont des visions quasiment réactionnaires, vous employez le terme, voire des visions nihilistes, parce que des visions qui évoquent un déclin de la littérature. Alors je me demandais peut-être tout simplement reconnaître qu'il y a une création contemporaine bien vivante. Est-ce que c'est pas déjà un geste politique de résistance, un geste de résistance à ce nihilisme, à cet aspect réactionnaire que j'ai évoqué? Oui, merci de cette première question. Je ne sais pas si je vais pouvoir ajouter grand-chose. Oui, c'est vrai que après la littérature, j'avais commencé en fait à écrire sur les écrivains contemporains qui
qui m'intéressent, comme, pour ne pas parler d'elle parce qu'elle est à côté de moi, Célia Oudard, Tanguy Viel, Camille de Toledo. Et c'est des écrivains qui ont une certaine lumière, mais qui n'ont pas la reconnaissance parfois qu'on peut voir, par exemple, d'un Houellebecq, etc. Et je me suis dit, quand même, en commençant à écrire mon essai, je me suis dit, en fait, il y a un problème, ça ne va pas. Parce qu'il faut peut-être d'abord traiter ce qui empêche le contemporain, c'est-à-dire les gens qui écrivent vraiment actuellement, d'être dans une pleine lumière. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu, comment dirais-je, c'est un geste toujours un petit peu fort de vouloir prétendre justement un petit peu à faire sortir à la lumière des choses, des éléments que les autres, soi-disant, n'auraient pas vus. Mais c'est vrai que pour moi, le premier geste, le plus important, c'est que le contemporain, faut le créer. Le contemporain, c'est une décision et il s'agit d'acter quelque chose dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, le plus important pour moi, c'est que la première décision politique, c'est celle du critique. Il y a une littérature qui existe, mais il doit la reconnaître. Et cette décision critique de nommer et de restreindre le champ, la restriction du champ et la délimitation de quelques auteurs comme des auteurs clés de notre temps, ça pour moi c'est une décision très importante. Parce qu'en fait, de nos jours, ce qui est très, très pénible pour ceux qui s'intéressent à la littérature contemporaine, c'est qu'on nous présente effectivement ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les mécontemporains, c'est-à-dire des auteurs qui produisent actuellement, mais qui pour moi sont des auteurs d'une littérature d'avant, mais qui se font passer pour une littérature actuelle. Alors on a par exemple tous ceux qui sont intéressés par exemple le récit que j'ai appelé Atlantiste et qui est finalement un récit hérité du roman américain. On a aussi ceux qui restaurent un vieil ordre de la narration et qui le font passer en la saupoudrant avec un petit peu de modernité. C'est ce qu'on appelle l'exofiction, c'est-à-dire prendre une vedette d'Hollywood, pas forcément la plus en lumière, et s'interroger un peu derrière le papier glacé, etc., ce qu'elle a bien pu être. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cet essai, c'était justement de dire que, justement, on vivait une époque qui n'était pas encore tout à fait visible et qu'il y avait quelque chose qui faisait écran à cette époque. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai tout de suite vu qu'en fait, le problème était aussi critique dans un double sens, c'est que la critique littéraire, qu'elle soit journalistique ou universitaire, elle est abreuvée en ce moment d'un discours réactionnaire, en fait finalement macroniste, sur la réparation, la consolation. On lirait pour se consoler, on lirait parce qu'on a des problèmes dans la vie, alors on lit un livre et on se sent apaisé, on va beaucoup mieux. C'est vrai, parce qu'il y a une utilisation de la lecture qui se fait dans ce sens-là. On peut lire, effectivement, pour se consoler de ce qui ne va pas. Mais prétendre que la littérature d'aujourd'hui, c'est un large pan de la critique, revient précisément à une littérature qu'on appelle empathique, une littérature réparatrice, pour moi, en fait, c'est revenir à une idée du développement personnel. Et le développement personnel, on le sait tous, c'est le service après-vente du management. Donc ça a été le premier point. Le second point, c'est que cette littérature qui m'intéresse, c'est effectivement une littérature politique. Et ce faisceau de la politique, il a pu me permettre de réunir des écrivains très divers, que ce soit Tanguy Viel ou Laurent Mauvigné chez Minuit, que ce soit Célia Oudard, aussi chez POL, que ce soit Camille de Toledo, David Bosque ou encore Antoine Vauters qui était là hier. C'est-à-dire que ces écrivains dont les esthétiques sont très différentes, on en parlait encore tout à l'heure, eh bien, ils peuvent être réunis, d'après moi, sur un critère politique qui est simple, c'est une sensibilité au monde. Et c'est une vision aussi d'une littérature qui est finie, une littérature qui est morte. Et c'est une littérature dont ils ont acté la fin. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à la fin des années 90, au début des années 2000, eh bien pour eux, en tout cas de ce qu'il me semble, c'est qu'ils ont récupéré dans le langage une idée qui traînait et qui traîne toujours encore, c'est celle de la mort de la littérature. La littérature serait morte. Et pour beaucoup, tout le monde chasse cette idée en disant « mais non, regardez, la littérature française, elle est bien vivante, il y a 560 romans qui sortent à chaque rentrée, etc. » Toutes les balivernes qu'on entend. Mais en fait, le plus important pour eux, ça a été d'admettre et de prendre au sérieux cette idée, que la littérature était effectivement morte et qu'il y a eu des grands écrivains et qu'on ne se retrouvait pas devant une page blanche quand on commence à écrire, mais devant une page noire. Et une page noire qui pose un grand nombre de problèmes. Parce que comment écrire quand tout le monde a déjà tout dit ?
Et ça, c'est un problème, en fait, qui n'est pas seulement un problème esthétique, c'est un problème aussi politique, c'est-à-dire de recontact au réel. Comment revenir au réel, comment justement essayer de voir les atomes. C'est ça, parce que quand on lit Célia Oudard, ce qu'il y a de plus, je parle là sans la regarder, ce qu'il y a de plus beau chez elle, c'est que on est dans une sorte de palpation des atomes, on est dans une sorte finalement on voit le monde dans une espèce je dirais de sensualité. Vous évoquiez tout à l'heure La réalité prismatique, qui est au cœur de son premier roman Les Merveilles du monde en 2007, et c'est un très grand livre. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de défendre. Et défendre ce livre, pour moi, c'est aussi une vision politique des choses. Voilà. Merci. Alors, Célia Oudard, justement, et pour poursuivre un peu ce que vient de dire Johan Farber, sur cette question du sensible, d'une littérature qui serait sensible, moi j'étais frappé par deux passages dans votre livre. Le premier, c'est celui qui évoque une jeune fille qui apprend à lire en lisant des lettres. Ce sont des lettres métalliques, vous précisez la matière des lettres. Et un autre passage, vous, en tout cas la narratrice ou la personne qui parle, on reviendra plus tard d'ailleurs sur la personne qui parle, qui est peut-être une personne collective aussi, mais celui qui parle ou celle qui parle a un carnet, et sur ce carnet, voilà qu'il y a des gouttes de pluie qui se mêlent, un petit peu comme si le carnet absorbait le temps, à tous les sens du terme d'ailleurs, temps climatique ou temps qui passe. Donc je me demandais si ce livre était aussi, alors pas seulement parce que les fragments ont quelque chose de mimétique, un fragment comme une fenêtre, mais si plus largement, il participait pas vraiment de cette idée de vouloir retranscrire d'une espèce de cratilisme, d'aller directement aux choses par l'écriture. Et ça, c'est ma première question. Et une deuxième question, qui est son corollaire, c'est est-ce que cette idée, comme il s'agit quand même encore et toujours de littérature et d'écriture, moi je n'ai pas senti les gouttes de pluie, par exemple, en tournant les pages de Villa Crimée, est-ce que ce n'est pas plutôt quand même une utopie, un horizon inaccessible? Merci pour votre question et pour votre invitation. Alors, je vais essayer de vous répondre, c'est pas facile. Oui, j'essaie d'être au plus près des choses, mais aussi des idées, comme s'il s'agissait de choses. C'est-à-dire que la question de la justesse, j'essaie de l'appliquer autant à des souvenirs précis, en l'occurrence, par exemple, de la visite d'un chantier, le chantier de cette Villa Crimée, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui est donc un logement social. C'est moi qui l'ai baptisée Villa Crimée, puisqu'elle est rue de Crimée, puis que sont des bâtiments autour d'une rue pavée, vous savez, à Paris et dans d'autres villes, mais c'est une chose très parisienne, assez ancienne, des immeubles le long voilà, un peu en retrait de la rue. Ça s'appelle une villa à Paris. Et c'est comme une fausse piste, et je trouvais ça amusant parce que c'est pas une villa, mais c'est une collection d'immeubles un peu en retrait de la rue. Et pour donner un corps à tout ça, j'ai rebaptisé le lieu. C'est un peu comme ça le pouvoir du romancier ou de l'auteur, c'est de tout d'un coup donner un nom à quelque chose qui ne porte pas ce nom. Et bref. Et alors oui, cette question de la justesse et de la précision est une sorte de... C'est presque plus fort que moi. C'est comme ça m'a touché d'ailleurs de rencontrer des paroles d'artisans et des artisans qui pouvaient... qui étaient encore sur le chantier. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ajustement des mots aux choses, mais donc aux idées aussi. Donc je n'isolerai pas le réel tangible d'une image que je peux avoir en tête, une chose à laquelle je pense. C'est-à-dire que j'ai simplement envie de vous faire voir et sentir les choses que j'ai en tête ou que je vois. C'est vraiment la question de la transcription. Je m'intéresse beaucoup à la question de la traduction. Vous savez, ça a beaucoup à voir. Écrire, c'est traduire d'une certaine manière. Mais je ne traduis pas quelque chose qui serait écrit dans une autre langue, mais qui est une sorte de somme de sensations et de souvenirs. Et donc, voilà. Après, je dois mettre les choses un peu dans l'ordre et moi-même construire une sorte de bâtiment. Et je crois que ce texte a été l'occasion pour moi justement de me questionner un peu sur ma poétique, c'est beaucoup dire, mais sur certains de mes gestes, puisque donc c'est une commande. C'est la première fois que j'écris qui est publié chez Pewell. J'écris des textes de commande, mais souvent c'est des petits textes pour des catalogues, des choses comme ça.
Et là, c'était une architecte qui a eu, d'une certaine manière, l'humilité, parce que je trouve que c'est une forme aussi de confiance en autrui. Elle estimait qu'au fond, les architectes sont peut-être pas les mieux placés pour parler de ce qu'ils font, et qu'un logement social qui était le fait le fruit de 8 ans de travail, elle avait envie plutôt d'inviter d'autres gens qu'elle pour en parler, et à travers un film. Donc ce texte, primitivement, c'est la voix off d'un film qui vit sa vie de film dans des festivals de films d'architecture. Et j'avais comme contrainte d'écrire des choses courtes qui pouvaient être mises en morceaux, vous voyez. Donc c'est parti d'une contrainte très forte d'écrire des fragments et qui soient sécables. Mais j'avais quand même envie de construire une chose qui tienne. Tant pis si on coupait dedans, il fallait que les choses puissent tenir le coup, comme des petites cellules autonomes, mais quand même, il fallait, moi, pour que j'écrive un ensemble, il fallait que je construise quelque chose. Et évidemment, l'analogie, elle était tentante entre un bâtiment et moi, mon texte. Alors je me suis lancée dans quelque chose qui emprunte à l'architecture des motifs. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de fenêtres dans ce logement social qui se regardent. Il y a un vis-à-vis qui est un parti pris très fort, assumé. Et j'ai tout de suite pensé à Fenêtre sur cour, le film d'Hitchcock. Comme en plus, si tout ça était pour un film, vous savez, il suffit parfois juste d'un mot ou d'un horizon pour que ça enclenche toute une poétique en soi et des références. Et donc j'ai revu Fenêtre sur cour et j'ai trouvé que c'était une piste vraiment intéressante de travailler à l'écriture de Fenêtres. J'y ai pensé aussi à Pérec, évidemment, à la vie mode d'emploi. L'idée d'une coupe comme ça d'un bâtiment. Et je me suis lancée vraiment sérieusement dans l'idée que j'allais écrire des fenêtres. Et l'idée de fenêtre a même été quelque chose qui m'a guidée tout au long du texte, puisque j'ai travaillé à la question de l'ouverture sur, le point de vue sur, mais le fait d'être vu aussi. Et donc c'est un peu la première fois, pour revenir à cette idée de qui parle, que je me mets en scène, mais tout simplement je vous donne à voir mes visites, et tout simplement la situation d'écrire sur place, in situ, en effet, avec un carnet, parfois il pleut, etc. Donc je voulais simplement restituer précisément cette situation. Mais cette situation depuis laquelle j'ai continué on va dire, cette pente naturelle que j'ai, ou ce désir que j'ai, qui est celui d'écrire des fictions. Donc tout en étant dans un lieu réel dont j'avais envie de vous rendre compte, dans un moment très particulier qui est la fin d'un chantier, où beaucoup de choses sont possibles, c'est-à-dire qu'on a encore les traces du travail qui vient d'être fait, parfois même quelques archives récentes de démolitions qui ont présidé au début du chantier. C'était l'occasion pour moi de méditer dans mon quartier à comment la forme d'une ville, pour citer Baudelaire, se transforme. Et Paris, qui est une ville historique pourtant, a quand même des grands chantiers sociaux. Et c'est vrai que c'était une occasion pour moi de me pencher sur une chose qui est rare et qui est à défendre. Alors je ne sais pas si c'est politique, mais en tout cas ça concerne la ville, la mienne. Et quelle chance pour moi de pouvoir rencontrer ceux qui ont conçu ce logement social et qui ont pu me faire le récit de toutes les étapes nécessaires. Donc je reviens peut-être à votre question d'être dans un rapport direct aux choses. Oui, comment vous dire, c'est comme si j'avais envie que par les mots, quelque chose comme un toucher s'exerce. Alors avec les matériaux, le cuivre, un pavé qu'un ouvrier est en train de poser au sol, était pour moi l'occasion de tout simplement vous faire avec moi presque sous-peser par la vue le poids d'un pavé parisien. J'ai pu prendre la mesure jusque c'est que d'un pavé et juste me dire que ce n'était pas rien d'avoir lancé dans l'histoire justement révolutionnaire des pavés, et que ça a son poids, et que les scellés aussi dans une cour d'immeuble, ça a aussi son poids, et qu'à travers ce geste d'ouvrier, en fait, tout un monde se dépliait. Donc voilà, j'ai pu saisir comme ça ces gestes et en fait les partager avec vous et me laisser, on peut dire, gagner par cette... laisser la fiction se laisser gagner par
cette exigence de la précision et de la matérialité des choses, puisque donc je crée des vies imaginaires dans ces appartements qui ne sont pas encore habités, mais quand on est romancière et qu'on voit des espaces vides qui sont vraiment conçus, j'allais dire, pour la vie quotidienne, c'est comme un... C'est inévitable, on peuple, avant que ce soit le cas, ces habitations, et la vie quotidienne s'invite. Enfin voilà, c'est comme des présences fantomatiques ou c'était comme un appel d'air, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai eu envie de placer des corps dans ces espaces, de les rendre... ils étaient déjà si accueillants. Et voilà, donc c'est une commande qui a été d'une grande hospitalité pour ma propre écriture. Et j'ai travaillé à ce que mon écriture elle-même soit hospitalière du passé de ce quartier, du chantier que ça a été, et de ces vies, de ces présences à venir. Et c'est peut-être sans ça que... Comment dire, j'ai beaucoup aimé le déplacement que ça m'a procuré. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis sentie très naturellement... autorisée alors que je suis plutôt, j'ai jamais écrit d'autofiction ou choses comme ça, même à la première personne, ça m'est jamais arrivé. Je me suis sentie une habitante de cet endroit temporaire, du fait même de mes visites et du fait que j'écrivais sur place. Donc j'ai trouvé que ça allait de soi que je m'inscrive dans ces fenêtres moi-même ou dans cette cour avec mon carnet. Et qu'en effet, j'ai pensé à une vidéo d'un artiste belge que j'aimais beaucoup et où on le voit en train d'écrire et la pluie est en train de dissoudre dans l'instant même ce qu'il est en train d'écrire dans son carnet. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me renvoyait à la question de la précarité, qui me renvoyait évidemment à cette chose du logement social, puisque, bien sûr, ça a été l'occasion pour moi de faire des recherches un petit peu, de faire le point sur cette question aujourd'hui à Paris, et sur même cette réalité française qui a quand même 4 millions de mal logés en France et qu'il faut absolument qu'on continue de construire des logements sociaux. Oui, et quand en plus, les 100 lieux, comme vous dites dans le livre. Voilà, les 100 lieux, sans compter ceux qui n'en ont pas du tout. Alors ceux qui sont mal logés, mais il y a ceux qui ne le sont pas du tout. Et que quelle occasion rêvée quand on écrit de rencontrer ceux qui répondent à ce manquement politique, social, humain. Voilà. Donc c'est tout ça, ce livre. Merci. Alors oui, tout ce que vous avez très bien décrit, notamment sur la question des rapports entre le réel et puis le texte qu'on peut avoir, quelque chose qu'Henri Corbin aurait peut-être appelé un monde imaginal, je ne sais pas. Mais toute cette question-là de justesse, de présence ou non d'ailleurs de l'observateur, m'amène à vous, Jérôme Baron, et m'amène à votre livre et à certaines des réflexions qu'on peut y lire sur le cinéma. Je pensais, en écoutant Célia Oudard, à un article d'Anthony Fian sur les migrations, un article où il cite d'ailleurs le très beau film de Nicolas Clotz et Elisabeth Perceval. Il explique qu'il semblerait que peut-être seul le documentaire puisse rendre compte d'immigration. Et dans un article un petit peu avant, il est aussi question de la façon dont, c'est un article alors je vais mal le prononcer, de Victor Guimaraes, où il est aussi question des changements qu'a pu connaître le cinéma engagé, puisque le cinéma engagé des années 60, qui était pour dire vite un cinéma impersonnel, montage, collage, etc., est devenu ensuite un cinéma beaucoup plus subjectif, beaucoup plus immersif. Donc ma question était la suivante. Est-ce que vous avez le sentiment que le documentaire aujourd'hui, pour être en charge du politique, pour filmer ces gens, par exemple, que Célia Oudard vient de décrire, et à garder quelque chose d'extrêmement objectif, une volonté d'objectivité, d'effacement, ou alors est-ce qu'au contraire, d'après tout ce que vous avez pu voir dans votre expérience de directeur artistique du festival, on irait de plus en plus vers un cinéma d'implication du cinéaste? Alors, je ne sais pas répondre de manière globale à la question, parce que ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est plutôt une configuration d'œuvres ou de gestes qui me paraîtraient, eux, être exceptionnels par rapport
à quelque chose de global qu'on serait tenté de décrire, quoi. Mais en écho à ce que disait Célia à l'instant, moi je me souviens d'une définition lue dans un dictionnaire littré, alors je ne sais plus de quelle époque, mais assez ancien, que j'avais trouvé à la bibliothèque, à Médiathèque à Nantes, à l'époque où j'enseignais un peu à l'École nationale d'architecture, qui, à propos d'architecture, disait précisément qu'il a pour but de loger les diverses activités de l'homme, ses pensées, ses sentiments et ses sensations, quoi. Bon, c'est une définition, je pense, qui a un petit peu disparu des références lexicales aujourd'hui. C'est intéressant, d'autant que moi j'ai le Littré en 4 volumes chez moi, et c'est vrai que c'est un dictionnaire extraordinaire pour ceux qui le connaissent, parce que c'est un des dictionnaires qui a le plus d'occurrences de mots de métier. Et alors voilà, c'est vraiment en voie de disparition. Et c'est très très riche quand on décrit. Voilà, c'est un dictionnaire insensé quand on pense que c'est quand même un seul homme qui l'a fait toute sa vie. Bon, voilà. Merci. Oui, là, une vision projective et très poétique de quelque chose qui a priori apparaît plutôt de massif et d'évident à tout le monde. Alors, sur la question je pense que le cinéma est un art réaliste, quoi. Et je le dis pas en tant que basinien un peu empoté comme ça, mais c'est sa qualité ou sa particularité première qu'en donnant à voir de manière très simple, hein, et je pense que Arlette Farge disait qu'elle jalousait cette capacité du cinéma elle lui faut déployer des trésors de ruse pour reconstituer une scène ou un événement ou peut-être l'hypothèse même d'un lieu et des gens qui circulaient à une époque donnée, alors que au cinéma, on a l'impression que les choses, elles sont immédiates, quoi, tout de suite, et qu'elle jalousait cette aptitude ou cette particularité du cinéma en tant qu'historienne. Mais quand on dit il est réaliste, il faut aussi voir l'évolution de ce que le réalisme cinématographique, quelle définition on pourrait en donner. Je pense que ce qui caractérise d'une certaine manière la configuration actuelle, si je devais l'appeler comme ça, c'est que depuis l'apparition des toutes petites caméras, sans en faire un fétiche ou ce qu'on a appelé une révolution, d'abord digitale, miniaturisée, puis numérique, parce que moi je vois plutôt une évolution qu'une révolution. Je pense que le cinéma continue à assumer à la fois des fonctions esthétiques et des fonctions sociales, d'une certaine manière. C'est que l'appropriation de ces outils a effectivement été dans les années 90, avant même l'avènement du numérique, et on l'a vu en France très fortement et ailleurs dans le monde, une sorte de réenclenchement de gestes documentaires dans des proportions absolument inédites. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une floraison de festivals de cinéma documentaire partout, parce qu'en plus de ça, la télévision s'est complètement désengagée, non seulement d'un soutien, mais en plus d'une capacité à relayer ces œuvres-là. Elles ne sont plus à la télévision. Voilà, ça a été valable jusqu'au début des années 2000 sur Arte, puisqu'il y avait des œuvres documentaires et des œuvres documentaires significatives à la télévision montrées de manière très régulière. Et puis d'un seul coup, dans la grande division Arte France, Arte Allemagne, les Français ont gardé le cinéma de fiction et les Allemands ont pris le documentaire, quoi. Maintenant on a du docu-cu sur Arte, enfin du reportage un peu plus long, quoi, et pas grand-chose de très intéressant. Et puis un film sur la culture de la banane en Colombie et sur le logement dans le 18e arrondissement à Paris, c'est le même film, quoi. Ou à peu de choses près, quoi. Juste le paysage qui change, quoi. Ce que les cinéastes, je pense, ont fait, alors c'est peut-être aussi lié à cette logique de transmission qu'on décrivait tout à l'heure, c'est que les gens qui ont eu à la fois un engagement artistique très radical dans le cinéma des années 70, fin des années 60, début des années 70, je voyais le dernier Godard, je revoyais le dernier Godard à la télévision la semaine dernière sur Arte, mais on pourrait parler d'Estraube, on pourrait parler d'Eustache, on pourrait évoquer comme ça toute une configuration de cinéastes européens, et même les Allemands, Fassbinder et d'autres, sont des gens qui ont été, au bout du compte, amenés à 2 ou 3 situations. Soit ils se sont raréfiés parce qu'ils se sont reniés assez rapidement. Bon, c'était des erreurs de jeunesse, je me suis engagé pendant 10 ans à faire quelque chose, maintenant je vais faire autre chose. Enfin, en tout cas, je vais rentrer dans le rang peut-être, ou après tout dépend de la largeur du rang. Soit ils se sont marginalisés totalement. Les Straub en sont l'exemple pour moi le plus remarquable, avec un entêtement et un isolement très fort.
et où soit ils se sont suicidés, Eustache, Fassbinder, parce que je le citais tout à l'heure, ils ont disparu, quoi. Ensuite, les configurations politiques ou l'évolution géopolitique a fait qu'en fonction des lieux, les gens ont pu investir ou creuser cette veine, ou au contraire pas du tout, parce que les régimes ont changé, se sont durcis, et les difficultés ont été grandes, sauf que dans le documentaire, de manière certaine, des choses ont été transmises, quoi. C'est l'endroit probablement où les gens se sont le moins reniés, et ont été probablement les plus vecteurs, ou en tout cas les plus engagés à faire que non seulement leur œuvre, mais celle des autres, ou que cette question du rapport du cinéma au réel, de ce que c'est qu'être acteur et témoin de son temps simultanément, hein, au sens d'une certaine forme d'invention à être acteur et être témoin à la fois, ont été passées ou transmises, quoi. Et c'est ce qui fait qu'en France, dans les 90, les choses se réactivent de manière aussi forte, sauf qu'effectivement, le cap passé avec le numérique, ou avec la miniaturisation des outils, fait que ça a eu un écho qui était à mon avis un peu imprévisible, mais de fait que les gens se sont appropriés ces outils non seulement pour faire du documentaire, mais pour filmer avec les gens qui étaient à côté d'eux, quitte à leur faire jouer des rôles de fiction, etc. Et s'il y a une des grandes singularités du cinéma contemporain, et c'est pas neuf puisqu'on avait déjà des films comme ça il y a très très longtemps, dans les années 30 ou dans les années 40 ou dans les années 50 en Angleterre et autres, où on demande à des gens du quotidien de jouer des rôles de fiction qu'on a écrits pour eux, mais dans un espace ou dans un environnement qui leur est familier, quoi. Alors, on est à la fois clivé entre ces films, entre où est le geste d'invention véritable, parce que effectivement, ces films ont sous-tend à ces films à la fois une dimension esthétique particulière, mais repérable, finalement commune à beaucoup de films. Alors, qu'est-ce qui les distingue les uns des autres? Voilà, un Colombien de la banlieue de Bogota joue à son propre rôle, tombant amoureux de sa propre petite amie dans un film et dans une intrigue qui n'est pas véritablement leur vie, avec ce qui se passe dans un film philippin qui est exactement le même. Bon, qu'est-ce qui distingue ces films-là alors que le geste est le même, sauf que la démultiplication fait qu'on s'est retrouvé d'un seul coup avec une manière de prendre le pouls, ne serait-ce que ça, de ce qui agitait le monde, ici ou là, en des micro-points, qui sont des points qui sont hors champ, des points qui sont des points de non-visibilité pour la plupart d'entre nous, qui d'un seul coup se mettaient à exister dans une configuration élargie, avec des intensités parfois très fortes, et puis effectivement des accidents comme celui de Wang Bing à l'ouest des rails, qui n'est même pas cinéaste, qui prend une caméra quasiment pour la première fois de sa vie, et puis qui, sachant pas trop comment s'y prendre, travaille, et puis finit par accoucher un film de 9 heures, qui à mon avis, est un film qui va rester pour plein de raisons, y compris certaines de ses œuvres qui vont suivre, qui vont rester, parce que Wang Bing est en train de documenter quelque chose qui est en train de disparaître dans cette grande transition au cours de la Chine, mais il en témoigne au présent et à vif, et en même temps, dans 100 ans, quand on voudra savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, probablement une des plus grandes œuvres qui restera de la Chine contemporaine, ce sera ce film ou ces films-là, quoi. Donc il est déjà en train de fabriquer au présent, dans un geste, je crois, d'une conscience très forte, très, très, très mature, où il le découvre en le faisant, qu'il est en train de constituer l'archive de demain. Et c'est un geste très modeste, c'est presque au sens noble du terme, ce que j'appellerais le geste de reporter, quoi. Alors après, on peut effectivement comparer la manière de reporter qui serait celle de Wang Bing, surtout qu'il y a eu des films derrière et puis que les motifs se sont creusés d'une tension comme ça entre contemporain et passé encore vif ou plaie encore vif d'un passé récent de la Chine, et puis d'autres qui font exactement la même chose et dont on voit effectivement que c'est vraiment de la prise sur le vif et qu'on n'est pas dans une invention non plus cinématographique très forte, ni par ailleurs et je pense que c'est là où les films sont intéressants. Je prends l'exemple de Wang Bing, mais je pourrais prendre celui de Lavdias ou de bien d'autres, c'est que tout en étant dans un geste d'invention qui consiste d'abord à reporter et à documenter, on est aussi potentiellement dans un geste d'invention politique, quoi. La politique, elle se donne pas au cinéma comme ça parce qu'on filme un sujet social. Il faut aussi potentiellement inventer sa propre manière de trouver sa place sur la carte à ce moment-là, dans un événement qui est probablement beaucoup plus large que celui qu'on filme, quoi.
Merci. Alors oui, justement, cette question, enfin parmi les nombreuses que vous avez soulevées ici, j'aimerais revenir à cette question du dévoilement dont vous avez parlé, de cette façon dont les films, disiez-vous, dévoilent des points comme ceci qui étaient invisibles jusque-là. Vous avez également souligné juste avant la façon dont le numérique avait pu donner à ceux qui n'étaient pas nécessairement prédisposés ou prédestinés à devenir cinéastes la possibilité d'être cinéastes. Et ça me ramène à un passage de votre livre, Johann Farber, où vous évoquiez la nécessité et le désir d'ailleurs de cette littérature contemporaine dont vous parliez, d'écrire avec, de faire un cogito ergo cum, pour reprendre le jeu de mots que vous utilisez, c'est-à-dire de faire advenir ce qui est caché, ce qui est masqué par d'autres discours, le discours du peuple. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur cette idée qu'on a une littérature contemporaine qui s'efforce de découvrir, de dévoiler, peut-être même de faire advenir cette idée de peuple? Oui, alors effectivement, dans un des derniers chapitres de l'essai, après avoir mis en évidence effectivement qu'il y avait une décision politique que le critique devait prendre pour faire exister le champ, moi, une des caractéristiques qui me semblait importante de cette littérature contemporaine qui me séduit, qu'il s'agisse de Nathalie Quintane, de Stéphane Bouquet, un poète, de Laurent Mauvigné ou de Camille de Toledo ou de Célia Oudard, d'autres, comme Antoine Wauters et David Bosque, ce qui me paraissait caractéristique, c'était qu'il y avait une conscience en fait qu'on arrivait à un moment où la politique aussi c'était fini. On arrivait à un moment dans un trou politique et on entend finalement dans la sphère médiatique, mais aussi dans la critique universitaire, on entend finalement qu'un discours de réaction. Ce discours de réaction, il est massivement porté par Michel Houellebecq, pour le dire vite, mais pas uniquement par lui. Et donc, même quand moi, en fait, mon discours, ça a été de dire il faut réagir à la réaction. Et comment il faut faire? Il faut aller regarder du côté des auteurs qui, pour eux, effectivement, arrivent dans un champ où la politique est comme détruite, où le peuple, finalement, n'existe pas. On est très loin, finalement, de la phrase de Deleuze dans les années 70, où, finalement, on écrit pour le peuple qui manque. Et là, effectivement, le peuple n'arrête pas de manquer. Blanqui, c'est fini, le communisme, c'est visiblement fini, mai 68, c'est derrière nous, et ce qu'on a à la place de Blanqui, c'est Blanquer. Voilà. Donc, à partir de là, il faut s'intéresser à ce que la littérature peut avoir de politique. Et moi, j'ai distingué 3 moments, il me semble. Alors après, évidemment, c'est toujours des pistes. Il me semble que tout d'abord, il y a la volonté, pour une large part, des écrivains, alors pour prendre par exemple Nathalie Quintane, de dire qu'effectivement, il y a un peuple. Et ce peuple, elle va aller le chercher partout. Alors, elle fait des expériences, Nathalie Quintane. Elle va voir où peut être le peuple, sans être à chaque fois réellement convaincue à fond par son expérience. Et c'est ça qui est formidable chez elle, c'est que cet engagement, il est tout le temps tempéré par un propre regard critique sur la manière dont finalement, cette foule-là ne deviendra pas le peuple, etc. Où c'est toujours en fait recorrigé sans cesse. Et il y a ce premier moment. Il y a aussi, une fois qu'on a trouvé le peuple, par exemple, ce qu'elle appelle la légende des ronds-points. Je ne sais pas ce qu'elle va... Peut-être qu'elle va écrire sur les gilets jaunes, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est évident que les expériences qu'on vit actuellement, notamment les gilets jaunes, montrent que l'histoire n'est pas du tout finie. Et que le peuple, je ne sais pas si on peut parler du peuple pour les gilets jaunes, mais en tout cas, il y a un devenir peuple qui est assez évident. Et la littérature, elle n'est pas du tout coupée de ces intérêts-là. Elle n'est pas du tout coupée de ça. Il ne s'agit pas de dire que pour que la littérature soit politique, il faut parler des gilets jaunes. Mais parce qu'il y a les gilets jaunes, la littérature va produire un questionnement social et politique. Et ce questionnement, il peut passer par exemple dans des romans qui ne l'abordent pas frontalement. Comme par exemple dans l'œuvre de Laurent Mauvigné, dans son premier roman, dans Loin d'eux, avec un travail sur la langue. Quelle serait cette langue que tout le monde pourrait parler? Quelle serait cette langue qui mettrait chaque individu à égalité? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans un roman comme Autour du monde, qui raconte le tsunami de 2011 au Japon, qui a laissé détruire une large part du Japon, qu'est-ce qui fait qu'on peut vibrer à l'unisson de l'histoire d'une petite fille japonaise, d'un Mexicain, d'une femme bourgeoise qui va bronzer à Dubaï? Qu'est-ce qui fait que finalement
quelque chose nous unit. Et Laurent Mauvigny a une réponse, je trouve, formidable. C'est évidemment pas la langue, c'est le récit. C'est le récit qui, finalement, a toujours une portée politique parce que c'est lui qui tresse un lien. C'est lui qui tresse un lien. Et la troisième chose, c'est ce peuple. Vous voyez bien, en parlant de peuple, on a l'impression qu'on est atteint de mélanchonite aiguë et qu'on vit au cœur du 19e siècle. Mais le peuple, il a une autre expression de nos jours. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas aller le chercher du côté de ce que Stéphane Bouquet appelle, en hommage aux poésies américaines de Walt Whitman, la camaraderie? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher du côté d'une certaine fraternité ou d'une certaine sororité? Donc c'est aussi une politique qui se reconfigure en fonction de données sociales et politiques actuelles. Ce n'est pas quelque chose d'intransitif. Alors s'agirait-il, et ça il me semble que, si je me souviens bien, je ne suis pas sûr que vous abordiez la question dans votre livre, mais s'agirait-il alors de faire encore un pas plus loin et de laisser la plume au peuple directement? Comme au cinéma, on a pu laisser la caméra à des gens qui n'étaient pas cinéastes. Ça, en tout cas, peut-être que la littérature, elle a toujours le vœu de disparaître. En tout cas, moi, c'est la littérature qui m'intéresse. C'est une littérature qui est toujours au bord de l'extinction, non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle aurait dit les choses. Parce qu'elle aurait été finalement dans un moment de coïncidence avec la chose. Alors, peut-être qu'effectivement, cette littérature, si... Après Rimbaud, c'est toujours le même problème qui est posé. Elle va peut-être s'accomplir à partir du moment où justement elle aura fait coïncidence avec ce qu'elle recherche. Mais comme c'est toujours insatisfaisant et comme on a toujours envie, et ça c'est très important, de raconter une histoire, c'est-à-dire de retrouver une énergie depuis la mort, je ne sais pas. Après, moi je suis là pour trouver des traces de ce que je dis et jamais des preuves. Voilà. Merci. Alors, ça me fait penser à quelque chose, l'idée qui serait de donner la parole ou rendre la parole au peuple. Je me dis que la littérature, en tout cas moi, c'est une chose dont je me dis qu'elle peut avoir ça comme fonction. C'est une fonction presque, j'allais dire, on parlait du théâtre, et c'est vrai que mon expérience du théâtre m'a fait beaucoup mûrir, comme ça a été le sas, on va dire, avant le fait que je me mette à écrire, le fait d'écouter des comédiens, de travailler la mise en scène et de travailler le son. Et la question du son provoqué par des déplacements dans l'espace, mais même le traitement du son, du fond sonore, qui n'est pas forcément la musique. Et je me disais que la question de l'acoustique, moi, m'intéresse beaucoup dans les romans. C'est comme quelque chose qui est parfois, je ne dis pas toujours, négligé dans la littérature. Et ça peut apparaître, mais même dans des romans classiques. Et j'ai souvent été attirée par ces passages où le son était... On nous faisait entendre... l'acoustique, et parfois c'est la présence des êtres qui passent par l'effet qu'ils font, le bruit de leurs pas, le crissement voilà. Je sais que chez Modiano, il y a souvent des crissements de pas sur des graviers, par exemple. Bon, vous savez, parfois c'est 3 fois rien et tac, il y a une présence, il y a une ambiance, on voit presque déjà le modèle de la voiture à côté. En fait, on complète l'image, mais c'est le son qui nous a donné l'image étrangement. Et je me dis que parfois donner la parole au peuple, c'est faire entendre parfois la rumeur ou le son du déplacement de quelqu'un dans un espace. Et moi, pour revenir à mon modeste texte, juste expérience, je me suis visité des appartements vides. On a tous fait ça. Le son étrange, quand on arrive quelque part, que c'est pas encore meublé, la résonance particulière. Je me suis dit, j'aimerais vous faire entendre ça ou vous le faire réentendre parce que vous l'avez en tête, vous l'avez en vous, vous l'avez déjà vécu, mais juste... peut-être un fragment peut vous relier à ce souvenir acoustique. Et je me dis parfois, le rôle de la littérature, c'est comme une caisse de résonance pour faire entendre. Alors moi, il y a la rumeur du quartier. J'ai essayé de décrire... dans ce quartier-là, il y a les orgues de Flandre, qui ont été des logements sociaux antérieurs à celui-là, évidemment, c'est les années 60, 70. Et ça s'appelait les orgues parce que voilà, l'architecte néerlandais pensait c'est comme des grandes orgues. Alors ces références, ces tours s'appellent fugues, passacaille, il y a des choses qui renvoient à l'histoire de la musique. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on entend encore de la musique que jouaient pour les habitants à l'époque ces tours? Et je me suis mise à rêver de ça et à faire des recherches sur, voilà, peut-être ça sonne comme du Xenakis ou comme... Bon, voilà. Et c'était parti pour moi. Je peux rêver pendant des heures, moi, sur ces choses-là. Le son des choses, c'est aussi le son des présences. La littérature peut accueillir ça. Voilà, la parole, c'est une chose, mais il y a d'autres manières de parler de la présence au monde.
Et en littérature, on peut s'équiper pour essayer d'accueillir ce genre de choses. Mhm. Alors oui, ça me paraît très très juste. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça d'ailleurs, c'est vous qui avez raison bien sûr, parce que vous parlez de votre livre, mais oui, ça me paraît très très juste. Parce qu'à un moment, vous évoquez d'ailleurs, dans cette cour, on devait autrefois percevoir l'écho du martèlement des sabots des chevaux, c'est-à-dire non pas retranscrire un bruit lui-même, mais retranscrire la trace d'une perception antérieure. Donc on est vraiment dans cette idée d'une reconstitution de corps comme ça. Et d'ailleurs, il me semble que c'est aussi une problématique qu'on retrouve beaucoup au cinéma. Je repense à votre recueil d'articles, Jérôme Baron, où il est question par exemple du film Oncle Bonmi d'Apichat Pong vers Azeta Cool, où il est question de ce personnage malade, mais dont le corps est comme le corrélat, le correspondant physique, physiologique d'une histoire qui est une histoire de sang et de massacre. Vous parliez de Wang Bing tout à l'heure. Dans son essai sur Wang Bing, Dominique Paigny souligne combien Wang Bing est près du corps, colle littéralement au corps de son personnage. Donc je me demandais peut-être qu'un des traits de ce cinéma contemporain politisé, ça serait de faire passer le politique au-delà du discours, au-delà du slogan, directement dans le corps, dans ses réactions. La question de l'art en général, hein, qu'il soit littérature, peinture, c'est quand même le corps du réel, c'est comment on y touche, quoi. Et comment en y touchant, on éprouve, nous, le sentiment d'être au contact, ou peut-être de se rapprocher un petit peu, et se rapprochant un petit peu, de voir différemment, quoi, ou de percevoir différemment. Et je ne sais pas si le cinéma dicte une manière d'être en phase avec ces choses-là, mais en tout cas, effectivement, il est travaillé aujourd'hui à chaud par un état de crise général qui fait qu'il multiplie les gestes dans ce sens-là, quoi. Et alors, tout à l'heure, sur la question des gens qui n'étaient pas cinéastes, je pense que personne n'est cinéaste. Les gens, ils utilisent des outils, puis d'un seul coup, ils s'aperçoivent. Et effectivement, pour une génération, là, celle des années 90-2000, l'outil spontanément accessible, alors depuis, c'est multiplié par des téléphones, etc. C'est celui qu'on a à portée de main et qui permet de faire des images et des sons tout de suite. D'être... je ne sais pas si il y a effectivement une grande proximité, c'est pour ça que les porosités sont énormes. Moi, je pense toujours que le cinéma est en train de se dissoudre et puis en même temps se reformuler dans quelque chose qui est plus grand que lui. Qui sont les images que les gens prennent à chaud dans une manifestation et qu'on voit à la télévision le lendemain, mais qui sont en même temps, 2 ou 3 ans après, le retour sur le même événement dans un film de fiction avec des acteurs, je sais pas, les films de Stéphane Brisé en France ou des choses comme ça, sur des crises. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais mais il est toujours tiraillé comme ça entre de multiples manières de pouvoir s'y prendre pour donner accès à une visibilité. Les choses n'existent pas avant qu'on ait réussi à leur donner corps ou que les mots aient réussi à les faire bruisser de différentes manières. Alors effectivement, il y a la première présence... La première présence politique, c'est évidemment c'est vraiment celle du corps, celle de la présence. Il faut donner voix, il faut donner à entendre, il faut aussi montrer la difficulté qu'il y a à dire ou à formuler les choses. Et ce que le cinéma contemporain a peut-être reconquis d'une certaine manière et dans des prismes assez élargis, c'est une capacité renouvelée à donner à voir ces trajectoires-là. Sans que ce soit une sorte d'idéal ou d'absolu pour le cinéma, mais d'abord peut-être ça doit repasser par là, quoi.